Dans le précédent épisode du NBA First Talk, Erwan Abotret a désossé la Marcus Aldridge. Pour cela, il a utilisé le budget annuel de l'émission, des accessoires en pagaille, un casque de l'armée, une tête de mort et à l'arrivée, la Marcus s'est réveillé. 23 points, puis 16 points, égalisation 2-2 dans la série entre Houston et San Antonio. C'est ça l'effet First Team. Bienvenue à la maison pour le 25e numéro du First Talk. Salut les gars, Erwan Abotret, Thomas Dufort, comment ça va? Ça va très bien après ce magnifique hommage, même si j'ai démonté le budget de l'émission, donc tu ne seras pas payé sur ce mois, c'est pas grave, sur ce mois de mai, quand on voit de mais si belles l'amour choses, du jeu, l'amour du ça fait jeu et l'amour plaisir. du show avant tout, pas comme certains qu'on survend en showman. Alors justement, l'amour du jeu au programme aujourd'hui, les playoffs, encore les playoffs, toujours les playoffs, on est ravis d'être là avec vous. Gros débat sur les Warriors, sont-ils trop faciles, y a-t-il un risque? Et le focus sur Tony Parker. Tony, on est avec toi, comment les Spurs peuvent gérer ça? Alors à la place des traditionnelles news, on démarre tout de suite avec les playoffs. James for the win. It's gone. LeBron James at the buzzer. Et comme d'hab, désormais, on file à l'Est, les amis, où on va parler tout de suite du coup de balai. Allez, moi je le passe comme ça, le balai. Un bon coup de balai, 4-0. Pagaie, ça, plus Vairua. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle me dit toujours à la maison, passe pas le balai, tu sais pas faire, Mary Poppins. 4-0, Cleveland contre Toronto. Il y a une semaine, on disait justement sur ce plateau, il n'y a pas photo entre les deux équipes, pourrait y avoir un sweep. Il y a eu LeBron James monumental, son équipe au diapason en face des Raptors qui ont fait du Toronto, quoi, du classique. C'est ça, en plus diminué. On sait que même avec Kyle Lowry, ils n'étaient pas très inspirés dans ces demi-finales face aux Cavs, et en plus privé de Kyle Lowry, il n'y a pas eu photo. Ils ont fait pourtant un bon début de match. On a vu un Corey Joseph avec pas mal de velléité offensive, mais voilà, quoi, il y a une classe d'écart, voire deux entre ces deux-là. Pourtant, on a bien aimé le début du match des Raptors avec Valanciunas de nouveau introduit dans le 5, qui a été servi poste bas. Je reste persuadé que Tristan Thompson, il y avait moyen de l'enquiquiner un petit peu plus. Malheureusement, hier soir, Valanciunas n'a pas été récompensé de ses efforts parce qu'il avait plutôt fait des bonnes actions offensives, mais il y a eu pas mal de gamelles. Ils n'ont pas insisté, puis derrière, après, ils n'ont pas l'équipe pour, quoi. Ils n'ont pas l'équipe pour lutter. Et en face, LeBron James, Kyrie Irving et Kyle Korver en plus sort du bois. C'était beaucoup trop pour ces Canadiens. Thomas, ils ont vraiment sauvé l'honneur, entre guillemets, sur ce dernier match. Ils les ont gênés jusqu'au bout. Quand tu te fais sweeper au deuxième tour des playoffs, alors que l'année d'avant, tu étais en finale de conférence, c'est difficile de dire qu'ils ont sauvé l'honneur. Non, ils ont été à leur niveau, c'est-à-dire bien en deçà des Cavs. On le savait, il y a eu confirmation du niveau incroyable des Cavaliers, on va en parler un peu après. Mais c'est vrai que Toronto, en tout cas, c'est vrai que ce que tu as dit là, sur Valanciunas, on a été entre guillemets plutôt surpris, parce qu'on se souvient que sur le deuxième match, Dwayne Casey a dit on change tout le 5 majeur, Valanciunas sur le banc, Norman Powell dans le 5 qui fait plutôt du bon travail. Puis Kyle Lowry se blesse, on se dit ils vont se faire sweeper dans tous les cas. Finalement, ils n'ont pas réussi à avoir ce truc sur un match, un coup de folie, un mec qui met 40, ça aurait dû être DeRozan, il n'a jamais été capable. Valanciunas à 25 et 25, on sait rien, tu sais, ce moment de hey, on va chercher. Non mais, oui, je suis chaud, je te dis. 25, t'es très chaud. 25 et 15, tu vois, c'était bien aussi. Oui, mais sauf que DeRozan à 40, c'est aussi au moins incroyable que Valanciunas. C'est vrai qu'ils ont essayé de le servir. Tous les premiers systèmes ont été pour Valanciunas sur le poste bas avec Thompson. Il a tenté des moves, il est au cercle, elle ressort une fois, une deuxième fois, il a des rebonds, il rate encore. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est difficile de se dire, sachant que DeRozan n'avait pas touché la balle, c'est difficile de se dire, bon, on va jouer sur lui, puisque de toute manière, il rate le grand costaud. Pourtant, il a mis des contres et tout, mais il avait fait rêver. Ça passe pas. Il n'y a pas moyen désormais pour Toronto de franchir ce cap au-dessus, il va falloir changer des choses. Faut réfléchir. Moi, je pense que Dwayne Casey a montré une fois. Alors, je sais qu'on va souvent dire, et à juste titre, un petit peu, que je tape souvent sur les coachs. Mais c'est vrai que tu tapes sur les coachs. C'est vrai, hein. ça arrive, c'est vrai, je le reconnais. Mais alors après, je fais le constat aussi que ça fait pas mal d'années qu'il est là. Il a fait franchir cette franchise canadienne jusqu'au final de conférence. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'on sait que c'est un coach très dur, qui est plus axé sur de la discipline plus que sur des idées un petit peu novatrices. On l'a bien vu là sur ces playoffs. Souvenez-vous l'année dernière aussi en finale de conf, il a eu du mal à avoir des idées. On n'oublie pas qu'il a été quand même perdu 2 fois au premier tour des playoffs avec l'avantage du terrain. Voilà, je crois que c'est une fin de cycle autour de Dwayne Casey qui est un coach correct, mais je crois que les Cavs ont besoin d'avoir peut-être un peu plus d'idées dans le jeu autour. J'ai dit quoi, pardon, que les Raptors ont besoin d'avoir un coach peut-être avec un petit peu plus d'idées et un petit peu moins de rigueur défensive, avec autour d'un DeRozan et de Lowry, il va falloir un peu plus d'idées offensives. Et pour les Cavaliers, ça a été de bons sparring partners avant on imagine Golden State plus tard. Ouais, ce qui est dingue avec les Cavs, c'est qu'au premier tour, c'est quand même un premier tour pas si facile que ça, avec Paul George qui est en forme et son équipe qui est un peu l'écro. Ensuite, tu as les Raptors, donc finalistes de conférence l'année dernière, c'est quand même une marche à franchir, on sait qu'ils sont meilleurs, mais bon, sweeper les mecs, c'est quand même un maître, et sweeper avec la manière. Hein. Certes, au premier tour, ils reviennent de moins 26, je sais pas quoi, mais ce qu'on a senti, c'est un allant collectif autour de LeBron assez incroyable.
incroyable. Rouleau compresseur en défense, même si ils sont plutôt à égalité à la fin du troisième ou des trucs comme ça, il y a toujours Kyrie qui va mettre 5 points de suite, boum, écart. Kyle Korver hier a été incroyable, des sorties d'écran, tu te demandes, tchaf, même des petits step back à droite, il m'a fait kiffer. On était à 2 doigts de le voir mettre un lay-up pour vous dire à quel point c'est incroyable Kyle Korver sur ce match-là. J.R. Smith est super fort, Tristan Thompson fait le taf, Channing Frye est à droite, on sent une équipe. Schumpert est très bien, il met des gros tomards. De Rosen met 22 points hier, Schumpert sur son registre défenseur, il est très fort, ils sont très bien tous les deux. Ils sont très forts, franchement, moi je les trouve impressionnants. Évidemment, alors là, parlons un peu de LeBron. LeBron, il est en mission. Mon gars, LeBron, on pensait qu'il faisait une saison vite fait comme ça. Je le trouve mais peut-être le meilleur basket de sa carrière parce qu'au bout d'un moment, quand son adresse est aussi haute, il est meilleur au tir à 3 points que Steph Curry, il est meilleur tir à 3, dans la raquette que je sais pas quel pivot. J'ai vu cette stat passer incroyable. LeBron est incroyable, il fait tourner la balle, tes jeux dans la gueule. Il est là tranquille, il met des tirs Kerry. Franchement, il fait rêver. Il y a rien à dire. Pourtant, c'est assez fou. Moi, je suis quasiment sûr qu'il est comme depuis qu'il a la première fois où il était champion NBA, il a peut-être fait la saison régulière la plus dégueulasse depuis qu'il est champion en bilan collectif. Et pourtant, en playoff, il n'est peut-être jamais aussi fort que, tu vois, il n'a jamais été aussi fort que maintenant. Il a touché le fond en saison régulière avec son équipe sur le bilan collectif. Et lui, pourtant, et en playoff, on l'a rarement vu aussi dominant. C'est tout le charme LeBron James, c'est-à-dire presque bipolaire, ce garçon. Petite stat, c'est le premier joueur de l'histoire à sweeper dans un sweep, donc en gagnant, à faire les 4 matchs à plus de 35 points sur la série, ce qui est quand même incroyable. Alors juste pour vite faire ces stats, comme ça on rigole. Premier match, 35 et 10, 39 et 6, 35, 8 et 7 passes, 35, 9 rebonds, 6 passes. Bref, il est incroyable. Il est dominant. 7 fois plus de 30 sur les 8 matchs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'une seule fois où il est sous les 30. Il est incroyable. Ça vient d'où? Ça vient d'un besoin de remettre les pendules à l'heure, de remontrer qu'ils sont là, ou de se chauffer? Il n'a plus rien à prouver, LeBron, aux yeux des gens, même si les critiques tombent et on est les premiers à les faire tomber. Mais moi, je pense qu'il est dans l'histoire maintenant aujourd'hui, LeBron, et ce qu'il veut, c'est quelle place il va avoir dans l'histoire. Et on sait très bien, on l'a dit dès l'année dernière, dès la fois quand il a été champion avec Cleveland, ce titre-là par rapport aux deux de Miami, il avait une place dans l'histoire. Si en plus il fait un back-to-back avec Cleveland, avec l'histoire qu'on lui connaît, alors mon gars, il va gagner des places aussi. Il va arriver sur le podium rapidos. Et moi, j'ai comme ça saigné du nez grandement. Après, il connaît le chemin pour aller en finale. Après, en finale, il connaît aussi les exigences d'une finale. Donc, c'est un mec qui connaît. Enfin, voilà, quoi. Il connaît par cœur. C'est lui, on a presque c'est lui qui a inventé les playoffs. En parlant de Parker, justement, qu'est-ce qui peut freiner les Cavaliers? Une blessure? Tu allais parler de Parce que, Tony, transition du monde. Parker blessé, justement, est-ce que c'est la seule chose qui peut un peu freiner les Cavaliers, qui sont tellement en confiance, tellement bons en ce moment? Sur cette conférence Est, oui, de toute façon, on pense depuis le début qu'ils sont au-dessus. Maintenant, il faudra voir le prochain tour, la finale de conférence, c'est quand même une marche au-dessus. On verra si c'est Wizards ou Celtics, est-ce qu'ils vont être capables de les gêner un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tyronn Lue a une super déclaration. Il a dit que les Barclay, les Pat Ewing, tous les grands joueurs, les Stockton Malone des années 90 n'ont pas eu titre à cause de Michael Jordan. Aujourd'hui, on est dans l'ère de LeBron James. Alors, on peut parler de la NBA, mais en tout cas, sur la conférence Est, c'est sûr, c'est l'ère de LeBron et personne n'est capable d'aller le chercher. Complètement. Autre série là qui fait rage, c'est hyper serré, c'est hyper tendu. La semaine dernière, vous m'aviez dit que vous voyez plutôt la victoire de Washington finalement contre Boston. Ouais. Aujourd'hui, on en est à 2-2. 121-102 la dernière victoire la nuit dernière des Wizards. 29 points de Bill, 27 de John Wall avec 12 passes. 13 points pour Bogdanovic également. 16 points d'10 rebonds pour Markieff Morris. Aucun joueur a plus de 19 points du côté des Celtics qui passent d'un match à l'autre de façon très différente. Eh oui, alors on voit Isaiah Thomas à 19 points, meilleur scoreur du match, mais au bout d'un moment, il va falloir que le petit bonhomme là, il va falloir qu'il soit aidé. Il fait des choses monumentales depuis le début des playoffs, mais il va falloir que hier soir, il est un petit peu seul au monde. Il est à 5 sur 6, je crois, après le premier quart-temps ou la première mi-temps. Le premier quart-temps, il est à 17 points, je crois, à la mi-temps. Et derrière, il n'y a personne derrière qui vient step up à ses côtés. Avery Bradley passe à côté. Bradley Beal a repris le dessus sur Avery Bradley dans le duel. Et derrière, il n'y a personne qui step up. Olynyk fait un match correct, mais là, il a besoin d'avoir un vrai second, voire un troisième à ses côtés. Est-ce que John Wall, hier, on le voit 27 points, 12 rebonds, Bradley Beal 29. Autoporteur aussi était très bon. Markieff Morris a fait le taf. Marcin Gortat. Et là, c'est au-delà des superstars. C'est vraiment les joueurs de rôle qui ont fait la différence dans cette large victoire quand même des Wizards. 13 points de Bogdanovic aussi. Donc, c'est plus complet du côté de Washington. Ouais, c'est plus complet. Il y a un truc qui est flagrant, c'est l'avantage du terrain. Sur cette série, on a vu Boston à domicile avoir de l'allant, dominer les matchs. Alors, c'était serré, mais en tout cas, aller au bout sur les deux premières confrontations. Là, tu repars à Washington et on sent Washington bien plus impliqué, plus adroit, des mecs qui sont pris en truc. Et surtout, sur le match 4, c'est
passé un truc incroyable. Alors oui, c'est vrai qu'il a besoin un peu d'être entouré. Mais il y a un truc qui s'est passé dans ce match 4 hier soir, c'est qu'il y a plutôt égalité dans le troisième quart-temps et ils encaissent un 26-0. 26-0 et c'est Isaiah Thomas qui a la balle, qui monte la balle. Mon gars, c'est comme ça s'appelle Bradley Beal qui l'a éteint. Perte de balle sur les pick and roll, perte de balle sur la montée de balle. Voilà, pour une fois, on a vu Bradley Beal au niveau défensif, très haut comme ça sur le petit mec et surtout aussi en attaque parce qu'il n'arrête pas de poster Isaiah Thomas et ils n'ont pas de solution vis-à-vis de ça. Là, ils ont peut-être trouvé aussi la formule pour les battre. Très intelligents les Wizards sur les match-ups notamment. Donc Bradley Beal sur Isaiah Thomas, donc des deux côtés, il l'a fait payer énormément. Et puis même, on voit que Marcin Gortat, quand il a un avantage, boum, on va le servir. Quand c'est John Wall là-dessus sur pick and roll, il est très très fort. Il a été très juste, juste nouvelle fois. Et derrière, ça a causé beaucoup de pertes de balles aux Celtics. Et on sait que sur le jeu rapide avec John Wall, ça va beaucoup trop vite. Moi, je veux me projeter sur la fin de la série. Les Wizards sont passés, ils étaient pas loin les 2 fois à Boston. Boston a été quand même. N'a jamais été en mesure de gagner un match à Washington. Il y a un vrai avantage les Wizards, mais c'est ce que j'avais dit moi depuis le début des playoffs. Je sens que sur la durée, physiquement, ça va être compliqué pour Boston. Ça veut dire que le prochain match au TD Garden, c'est le moment pour Washington d'aller chercher de toute façon, on a inventé en disant qu'un match 5 à 2-2, c'est décisif, hein, évidemment. Mais c'est vrai que si je devais mettre 6 000 € sur une équipe, je mettrais sur les Washington Wizards plutôt que Boston, même à domicile. Donc ton cachet pour une émission, quoi. Pour une émission, une demi-émission. Ça dépend, jour férié seulement. Et quand on voit justement ces moyennes de 20 points d'écart à Washington, Boston n'a pas trouvé du tout la solution, n'a pas su s'adapter comme il faut le faire en playoff. On l'a dit, je crois que physiquement, au bout d'un moment, les autres là, ils imposent un truc physique. Ils n'auront pas la réponse. Alors la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est Markieff ou Marcus qui joue ces foutus matchs? Cet article-là, je refuse de croire à ce complot où c'est le jumeau qui joue à la place de Ils l'autre. l'ont fait plus jeune, ils l'ont dit. Ils l'ont fait au lycée. On va pas comparer un délire de high school avec un coach à moitié alcoolique avec des règles NBA, les mecs. T'aurais un jumeau, tu t'entraînes plus, je suis sûr. Non mais tu te rends compte? C'est incroyable, il y a un doute. Non mais tu te rends compte si jamais c'est le cas et qu'ils se font choper? Mais c'est pour les Wizards, pour les frères Maurice, c'est catastrophique. C'est tapis vert. Je sais pas ce qui se passera tellement c'est incroyable. Non, parce qu'on le dit juste vite fait. Ils peuvent pas se faire choper, c'est les mêmes. Il y a un article qui est sorti parce que donc Markieff se blesse donc sur le deuxième match. Premier match 1, t'as raison. Donc belle entorse. Puis derrière, on voit sur le retour à Washington un Markieff Morris donc super fort mais qui a plus l'air d'avoir besoin de strap, tu vois. Et on s'est tous posé la question est-ce que c'était Marcus parce qu'ils se ressemblent évidemment comme deux frères jumeaux. Et donc la grande question c'est est-ce que Markieff ne jouerait pas, sachant qu'il a fait ses meilleurs matchs Markieff à domicile depuis sa blessure, c'est trop bizarre. Non mais il joue pas tout à fait pareil, sans plaisanter. Il y a un poste 3-4, il y en a un qui est plus poste 4 comme le disait Thomas. Puis moi je peux pas croire. Un peu quand même pas. C'est-à-dire qu'on les met sur un terrain sans savoir les postes, etc. Tu peux avoir le doute. Ah oui, tu leur mets le même maillot, le même truc. Ils ont le même tir, il y a un vrai mimétisme. C'est des vrais jumeaux. Quand ils jouent à Boston, à Houston tous les deux, il y a Phoenix aussi. C'est à Phoenix qu'ils jouent tous les deux, pas à Houston. C'est un enfer de les commenter. Moi, je les avais commentés une fois, il y a tous les deux. C'est très chiant. Tu dis Maurice. Merci Thomas. Au niveau des stats, pour calculer, ça doit être galère. Mais non, il y a les. J'espère qu'il y a 2-3 numéros. Tu sais qu'il y a des numéros basket aussi, c'est comme le foot. C'est le numéro 25. Voilà. Allez, on file à l'ouest. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Ça y est, on a pris l'avion pour l'Ouest. On est du côté de la série entre les Spurs et les Rockets. 2-2 là également. Victoire la nuit dernière, 125-104 des Rockets. Les Spurs menaient 2-1 sans Tony Parker. Ça est le choc des mondes cette série. L'équipe arrosage automatique contre l'équipe huilée, collectif huilé des Spurs. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ce 2-2? On en est où dans cette série? Ça donne une série très équilibrée, peut-être la plus équilibrée qu'on ait vue depuis le début des playoffs. Très haut niveau. Ouais, alors au premier tour, tu avais Utah Clippers, vraiment, mais là, sur ces demi-finales de conf, c'est certainement la série la plus équilibrée. C'est très intéressant ce qu'on voit, parce qu'on voit que finalement, c'est tactiquement, à chaque match, il y a un coach qui arrive à prendre le dessus sur l'un et sur l'autre. Et puis voilà, donc 2-2, chacune est allée gagner à l'extérieur. Bon courage pour savoir qui va l'emporter. Je reste moi quand même sur Houston parce que je pense que la blessure Tony Parker, on a vu quand même le petit Murray starter. Ouais. Mais on voit que les Spurs ont quand même un vrai problème sur le poste de meneur et aussi pour arrêter James Harden. Exactement. Ouais. Murray starter justement, ce choix il a été fait aussi en cours de saison
par le coach Popovic. C'est un bon choix, toujours en play-off, même s'il a peu de temps de jeu, de le maintenir dans le 5. Ouais, voilà, c'est simple. Hein. Il a décidé de mettre Patty Mills sur le banc parce qu'il pense que son apport, la doublette avec Ginobili marche bien. Ginobili, on sait, lui, il peut plus jouer meneur et plus créatif que Patty Mills. Donc il a gardé ce truc-là. Et puis Murray, mine de rien, même si c'est un rookie, il a des cadres, il peut défendre un peu ce truc. Alors tu baisses de niveau par rapport à Tony Parker. Mais c'est vrai que la surprise du match 3, quand les Spurs vont gagner, donc super réaction après la blessure de Tony Parker, d'aller gagner à Houston ce match 3, tu te dis, ah, peut-être que la série a un peu changé. Et derrière, coup de massue, Houston, dans un gros match, encore une fois, offensif, on voit 125 à 104 avec des tirs de partout, avec un Ariza super fort, et Eric Gordon super fort lui aussi, avec beaucoup d'adresses à 3 points et un James Harden dominant. Et ben on se dit finalement que chaque match est différent. Il y a un match où il y a une équipe qui prend clairement le dessus, la fois d'après c'est l'autre sur les mêmes attributs, c'est-à-dire soit il y a de l'adresse, soit c'est les pertes de balles, soit c'est jeu mobilier. Enfin, c'est très difficile de savoir qui va gagner. Je crois Aldridge est très bon. Ouais, c'est ça. Depuis ta gueule, tu t'es un peu réveillé. Eric Gordon passe complètement au travers, Néné, tout ça aussi. Et sur le match 4, eh ben là, c'est Eric Gordon qui est très bon. Aldridge revient dans le rang, 16 points. Bon, là, il ne va pas nous faire rêver. Avec l'absence de Tony Parker, Aldridge doit déjà prendre plus de tirs. Il prend encore, je crois, il a 13 tirs, c'est pas assez. N'oublions pas ce mec-là, quand même, à Portland, il était capable de mettre des vrais cartons. Donc, il faut l'alimenter un petit peu plus. Moi, Aldridge, même s'il est maladroit, foutons-lui un peu plus les gonfles, obligeons un Néné à défendre un petit peu plus fort. Parce que hier, Néné lui est rentré dedans et il l'a clairement gêné. Et c'est dû à quoi alors ce réajustement des Rockets on sait que chaque match après, je pense qu'il faut une séance vidéo qui disait il s'est passé ça, le prochain match on va faire ça et ainsi de suite. Il y a quelques années avec New York et les Lakers, d'Antoni il était plus bactère et aujourd'hui il est capable de se réajuster face à Popovic avec son équipe. Équipe un peu différente. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'au bout d'un moment, James Harden il est plus fort que Steve Nash, malgré tout le respect qu'on a pour Steve Nash. C'est qu'au bout d'un moment, surtout que Steve Nash, il a joué 2 matchs. Phoenix. Non, mais parce qu'il disait qu'il était plus bas que terre. Aux Lakers à New York. Je disais que médiatiquement, etc., il a vécu des années noires, et là, il a relancé son équipe. Ça fait partie du truc. Aujourd'hui, il a le niveau pour faire face à Popovic avec son équipe et lui permettre de se réadapter. Est-ce qu'on savait l'impression qu'on se retrouve dans Spurs Suns il y a une petite dizaine d'années? Oui et non. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Mike D'Antoni, comme tu disais, était un peu au bout du Rolex. Il a réussi à rebondir. Ce qui était sûr, c'est qu'à la fois aux Lakers et l'autre fois à New York, il n'avait pas les joueurs pour jouer sa stratégie. Et on est clairement dans ce genre de joueur, de coach extrême. S'il n'a pas l'effectif pour, il ne marchera jamais. Ça fait penser au coach. Des trucs en place et on lui a fait 3 trades. Ce que je veux te dire, c'est que Carmelo Anthony dans les pattes. Ce que je veux te dire, c'est que Mike D'Antoni, s'il n'a pas un fort meneur, son système ne peut pas marcher. Jeremy Lin, ok. Chris Duhon, ok. Au bout d'un moment, James Harden et Steve Nash. Il avait des résultats à New York quand même. Oui, mais sur bref, en tout cas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur les playoffs, la grande question, c'est est-ce que ce système de jeu peut fonctionner? Est-ce qu'il peut faire une finale de conférence, voire une finale NBA? C'est l'inconnu et ça fait 10 ans que ça dure. Aujourd'hui, moi, je te dis, je suis incapable de savoir si cette équipe de Houston va tenir la dragée à cette équipe de Spurs qui finalement défend un peu mieux, à Kawhi Leonard qui est capable de faire des grosses perfs et a donc cet effectif hyper complet pour aller pour chercher la faille dans l'équipe adverse. Et justement, Popovic, il a choisi de ne pas s'adapter à ce jeu de tir permanent de Houston. Il joue avec ses intérieurs. Il a bien raison. Je pense qu'il y a peut-être seuls les Warriors qui peuvent rentrer dans ce jeu-là au plus adroit. D'ailleurs, on voit bien que quand Houston met dedans, les 2 matchs où ils ont mis dedans, les Spurs ont été en grande difficulté. Il y a un autre mec dont on va pas en parler, mais aux Spurs, là, c'est Jonathan Simmons, qui depuis qui est installé dans la rotation. Alors hier, c'est 17 points, là je regarde, 17 points. Au match juste avant, il est super match, 7 points, super, merci gros. Non mais il a 17 points, il défend, il a décale, il amène un peu d'allant, voilà, il se lâche exactement. C'est un profil qu'ils n'ont pas du tout finalement sur les joueurs arrière. Bon, il y a Leonard, mais voilà, un mec qui est capable un peu tête basse, courir, dunker, mettre du spectacle, mettre de la langue, être un peu physique, ça leur fait du bien aux Spurs. Et Gasol qui est revenu dans le 5 à la place de Lee, ça change quoi? Ça met de la taille, puis on aime bien David Lee, mais pour Gasol, c'est quand même un autre vécu, une autre expérience. Et puis sur jeu posé, je pense qu'il va pouvoir quand même, je te dis, on parlait, obliger Capella à défendre un peu plus dur, ne pas être que dans les deuxièmes rideaux. Néné, pareil, sur du post-up quand même, sur des petits moves, il peut leur faire mal comme ça sur demi-terrain, que David Lee reste un opportuniste qui se cache ligne de fond et qui va finir. Pour Gasol, on peut lui filer les gonfles post bas un peu plus souvent quand même. Là, la série, elle repart à San Antonio. À nouveau, réadaptation, les Spurs à domicile qui doivent... Les Spurs, c'est un must-win, j'ai envie de te dire. Parce que là, si tu perds celui-là, la série, elle est sur 3. Si tu perds le premier à domicile, mal tempo.
Sans Ouais. Tony Parker, il y a un moment donné où il va manquer quelque chose, Ouais, moi, forcément. Clairement, là, moi je vois Houston aller s'imposer dans un match incroyable de James Harden à 45 et 15, tu sais, des grands moments de grandes stars, un match incroyable à San Antonio et donc ouais, pourquoi pas les Rockets en 4-2, ce qu'on avait dit d'ailleurs 4-2 pour les Rockets si les Rockets passaient. Et on parle de Tony Parker dans un instant dans le focus. Avant ça, Warriors contre le Jazz 102-91, 3-0. Malgré les 29 points de Gordon Hayward, les 21 points, 15 rebonds de Rudy Gobert. Le Jazz qui s'incline pour la 3e fois. Faut dire que KD a été énorme, 38 points, 13 rebonds. Alors que Klay Thompson, par exemple, n'a marqué que 6 points. Voilà, comment les Warriors foncent vers un coup de balai sur Utah? Ouais, restons mesurés là, pour pas griller toutes nos cartouches du débat, mais c'est vrai qu'on sent une équipe un peu comme les Cavs, hein, une équipe qui domine son sujet d'abord, donc collectivement, même quand les mecs vont pas super bien, bah, t'as KD, immense talent, qui va chercher le match tout seul, et j'ai envie de dire que je suis limite un peu triste pour cette équipe du Jazz qui, après sa super saison, on les voyait bien prendre un match à domicile, surtout ce match 3, tu sais, retour à domicile, un peu d'allant, Rudy Gobert est bien dans son match, il est plutôt servi, Gordon Hayward fait un bon match, mais malgré tout ça, il n'arrive pas à gagner. Mais il ne faut pas être triste, l'absence de George Hill, qui est un bon meneur, hein, Ouais, bien sûr. mais qui est trop absent. Bah oui, mais il a pas sa teinture rouge, il peut pas jouer mais sans ça. il est beaucoup trop d'absence sur la saison, donc ça sera un truc. Voilà, ils ont déjà réussi leur saison. Maintenant, on sait qu'il leur manque peut-être un mec à côté de Gordon Hayward, je ne sais pas qui encore, parce que le marché de Salt Lake City, c'est quand même dur pour attirer des méga stars. En tout cas, voilà, ils ont mis, même, j'allais dire une brique, 2 briques en plus cette année sur leur construction par rapport à leur projet, c'est très bien. Maintenant, il va falloir réfléchir à cet été. Rudy Gobert est installé. Voilà, il y a des mecs. Il faut voir ce qu'on peut faire de Favors. Est-ce que ça peut être une monnaie d'échange intéressante? Georgie, quand Georgie n'est pas là, c'est Shelvin McDerrett en deuxième meneur. Est-ce que c'est suffisant? Raoul Neto après. Raoul Neto après. Voilà, Ouais. donc voilà, il y a toutes des réflexions, mais Quinn Snyder, je pense qu'il est déjà tourné là-dessus. Et Dante Exum aussi, on l'a pas dit. Ouais, Dante Exum Qui est aussi, un bon petit ouais. joueur, bon Ouais. petit joueur, bon petit joueur. Allez les amis, première grave blessure pour Tony Parker dans sa carrière à 35 ans. Gros coup dur, et c'est le focus de la First Team. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Rupture du tendon du quadriceps pour Tony Parker, out pour une durée indéterminée, certainement 4, 6, 8 mois. Comment faire donc pour les Spurs, comment faire pour lui, pour la suite de sa carrière? Une grave blessure à 35 ans, c'est que c'est compliqué à gérer de revenir. Alors, à vous de nous dire ce que vous voyez pour Tipeee. Là, il a été opéré avec succès. Très froidement, les Spurs reprendront la saison prochaine sans leur meneur légendaire, mythique de la franchise, celui qui a été leur scoreur, qui a été le second Tim Duncan, qui a été leur leader par moment, qui a été leur organisateur, qui était leur chef d'orchestre jusqu'à ces playoffs où on voit Leur MVP, parfois. voilà, leur MVP pendant les finales. Ben là, il va falloir trouver. Alors là, ok, là tu mets Murray, tu composes un playoff, mais l'année prochaine, ils peuvent pas partir comme ça. Donc il va falloir qu'ils tapent haut, parce qu'on sait il va leur falloir un mec intelligent, un mec qui accepte de filer des ballons, qui accepte des responsabilités aussi, et rentrer dans le moule Spurs, c'est pas facile. Donc il va vraiment falloir trouver le meneur idoine. On parle de Chris Paul. Alors il touchera forcément moins d'argent s'il signe là-bas. Mais en même temps, s'il est Chris Paul, ça veut dire que Parker, quand il revient, il n'aura plus sa place de starter. Donc c'est aussi, c'est un petit peu avoir le cul entre deux chaises. C'est lui montrer le signe à Tony Parker qu'en fait, on ne croit plus en lui après Que sa ça sera blessure. plus jamais pareil. Ouais. Ouais, mais après, moi, là, on rentre dans des considérations de GM, on rentre des trucs, des stratégies à long terme. Moi, si demain, Chris Paul, il me dit, écoute, bon, c'est un peu compliqué vis-à-vis de ce contrat, il faudrait que Pau Gasol se parte. Enfin, bref, il y a plein de trucs auxquels il faut penser, un sign and trade et tout. Bon, bref, il refuse un peu d'argent et il me dit, moi, je suis d'accord pour venir avec vous, jouer avec la Marcus Aldridge, jouer avec Greg Popovich pendant 2 ans et Kawhi Leonard, qui, aux Spurs, va dire non, attends, il y a Tony Parker qui est là. Hein. Tu vois, ça peut pas marcher comme ça. Au bout d'un moment, tu es dans une stratégie où il faut tenter de gagner chaque année. Les Spurs, depuis 20 ans, c'est leur stratégie de base. Bah, aujourd'hui, Tony Parker, malgré son immense carrière, si demain Chris Paul était amené à arriver, je suis persuadé que lui, il dirait ah bah ok, moi je le prends comme un défi, je reviens dans 8 mois parce qu'on l'a pas dit, mais c'est une blessure qui est plus grave encore que les ligaments croisés. On en parlait avec Steph, qui est le lundi et le mardi à la salpêtrière, cardiologue aussi, parce qu'il est spécialiste médical. Voilà, donc c'est très grave. Donc on ne sait pas comment il va revenir. Donc si tu as le choix d'avoir Chris Paul, moi je signe directement. Directement. Et pour faire un parallèle, une grave blessure comme ça qui arrive en fin de carrière, comme Kobe, qui a eu ses premières graves blessures tard, finalement on n'est jamais le même derrière. C'est que là, Kobe, oui, ça n'a jamais été le même. On l'avait, alors même, il a quitté la NBA avec ce match à 60 points.
Mais, On n'oubliera pas les 2 ans d'avant. mais Ouais, les ouais, 2 ans qu'il fait quand il revient du tendon c'est d'Achille, exactement ça. c'est bricasse sur bricasse. plus le même Il a joueur. du mal à retrouver son rythme. En même temps, il était beaucoup plus vieux que déjà. Il était plus vieux que Tony Parker. Il avait 2 ou 3 ans de plus. Maintenant, Tony, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui pourra toujours apporter une équipe aux Spurs par son vécu. Maintenant, on n'enlèvera pas l'idée que Tony Parker, c'est un gagneur, c'est un conquérant. Et qu'à 35 ans, 36 ans, lui dire bon, tu vas être deuxième meneur et tu vas faire jouer les mecs, ça risque de lui faire un peu bizarre. Pourtant, cette saison, il avait vachement délégué pour le bien de l'équipe, etc. Donc, il avait Mais il était accepté. sur le terrain. Ouais. Il avait était sur le terrain. Délégué quand tu Voilà. joues 30 minutes, Voilà. c'est pas pareil que jouer 5 Quand on minutes. te dit Ah, bon, bon, vas-y. voilà, c'est ça. Alors, Ouais. et quand il était sur le terrain, comme tu dis, prenez 25-30 et ça allait. Tu es sur le terrain, tu organises, tu parles, tu marques moins de points, tu T'es prends moins de important tirs. dans l'effectif, Mais tu es là, voilà, bien t'es là. sûr. Là, c'est de sortir 10 minutes du banc derrière un meneur star. C'est un autre métier. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'il réalise une saison régulière, voilà, bon, une vitesse de croisière. Et puis c'est vrai que sur ces playoffs, on l'a vu assez incroyable. Alors je vais regarder ses stats quand même. Il était à 16 points. 3,1 passes, 52% au tir, 57% au... Voilà, merci Polo. Et surtout, il entrait dans le gratin, du méga gratin des joueurs en playoff. On l'a vu passer derrière nous, donc Polo, vas-y, envoie plein écran. Il est quand même assez extraordinaire ce mec-là. Regarde ça, match joué en playoff. Il est 5e de toute l'histoire NBA avec Robert Torrey qui a 7 titres, Kareem Abdul-Jabbar qui est le meilleur marqueur de toute l'histoire de la NBA et Kobe. Kobe, on ne présente pas. Pour en playoff, et derrière Karl Malone, Jerry West qui n'est que le logo et Larry Bird qui n'est juste le meilleur blanc de l'histoire de tous les blancs de la NBA. Moi j'ai envie de te dire, Tony Parker, le petit français, là, né en Belgique, tout sympa, tout mignon de Mont-de-Marsan. Non, pas du tout Mont-de-Marsan, Mont-Saint-Aignan. C'est à côté. C'est la même côte. C'est les Landes, oh là là. Même côte, même mer. Bref. Même pays, quoi. Oui, c'est Ouais, ce que voilà, j'essaie ça de te dire. suffira. Donc voilà, on a notre petit mec là, tout freluqué qui boit des jus d'herbe avant les matchs. Moi j'ai envie de te dire, Tony, tu fais kiffer quand même. Et ça, on ne dit pas assez. Si en fait on dit tout le temps, mais c'est pas Si, on grave. dit tout le temps. Donc, vous nous rassurez, c'est pas le signe de la fin encore. On va encore Bah, profiter. j'espère qu'il va rejouer. On parle de 8 mois d'absence. Moi, Comment il va j'attends. revenir. Mais rejouer, il rejouera. Maintenant, c'est comment. J'ai peur que ça soit À la plus semaine. jamais, j'ai peur que ça soit plus jamais pareil. On parle des Spurs, évidemment. Elle est rare, cette blessure, finalement. On n'entend pas tout jamais. le temps. Ouais, On très entend rare, jamais. Je suis curieux de voir ce que vont faire les Spurs cet été. Voilà, moi c'est ça. Tu parles qu'il faudrait trader Gasol. Gasol, je suis pas sûr que ça soit un mec qu'on veut absolument garder cet Je été. sais, hein. mais il a une option en fait. Je crois que c'est une play option. Je sais plus d'ailleurs, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, c'est pas sûr qu'il reste. Donc à voir. Dernière petite question. Kyle Lowry est en fin de contrat. Je vais dire Mike Conley, mais c'était l'année dernière, rien à voir. Kyle Lowry, est-ce que Conley, Kyle Lowry, est-ce que tu le prends à 20 millions à saison aux Spurs? Tu vois, Kyle Lowry, bon meneur, 3 fois All-Star, leader de le franchise player, on va dire, de sa franchise. Est-ce qu'aujourd'hui, aux Spurs, ça peut pas être une bonne solution? Il est 31 ans. Alors, le problème avec Lowry, c'est que les Spurs, ils vont loin en playoff. Que Kyle Lowry, c'est quand même une bonne craquette. Ouais, mais il y aura quand même Leonard d'ici, il faut. Moi, c'est une question, tu le prends ou pas? pourra À 20 déléguer, millions. ouais. Je réfléchis. J'aimerais bien avoir une liste un petit peu plus exhaustive pour Raoul non Ito, exhaustive donc, du moins, pardon, bien sûr, pour oui. avoir un peu plus pour avoir le choix. Mais pourquoi pas? J'y réfléchis. Écoute, laisse-moi quelques temps. Je vais passer 2-3 coups de fil et Ok. Mr. GM. Ok, allez, c'est parti les amis pour parler des Warriors avec vous. On continue à lire vos commentaires bien sûr sur les réseaux sociaux de la First Team. C'est le grand débat de la First Team. Sont-ils trop faciles? Est-ce que ça peut craquer? Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Les Warriors ont balayé les Blazers au premier tour. Ils sont en train de faire de même avec le Jazz. Quand une star n'est pas dedans, les autres prennent le relais. Mais alors, sont-ils trop faciles, ces Warriors? Golden State peut-il déjouer? Peut-il perdre un match, 2 matchs, une série ou une finale en étant trop facile? Alors, à vous de nous oui, dire. alors clairement, excuse-moi, je prends la main. Oui, Non, ils peuvent mais le faire. vas-y, Ça, vas-y. c'est arrivé l'année dernière. Hein. En étant membre, on peut m'expliquer ce qu'on veut l'année dernière sur le retour de Cleveland qui était magnifique. Pour moi, il y a une suffisance de la part de Draymond Green qui derrière met un coup de pompe dans LeBron James, se fait suspendre. Il y a une suffisance de la part de Steph Curry. Moi, On se rappelle de la balle perdue, extraordinaire. Moi, je n'oublierai jamais la passe dans le dos qui va directement dans les tribunes et la tête de Thompson qui dit mais non mais en fait t'as rien compris. Si ça avait été une Donc, BD, il y aurait eu plein de trucs. Donc, C'est autour là. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Ils proposent aujourd'hui un basket, peut-être le meilleur basket qu'ils ont proposé de toute la saison. Ils sont prêts au meilleur des moments. Après, effectivement, l'attitude laisse toujours un petit peu à désirer. Il ne faut pas confondre être plus fort et être trop facile. Et je trouve que quand tu es champion NBA, quand tu as perdu une finale NBA, est-ce que quand tu es Draymond Green, que tu fais des playoffs énormes, tu as besoin d'aller dire au public de Utah, qui est plutôt une équipe sympathique, Utah, de dire sent pas les tais-toi, moments. 2-0, nanani. Est-ce que Kevin Durant a besoin d'aller chambrer alors que voilà, ok, ça va le faire jusqu'au final de conférence, mais en finale, on sait très bien que ce genre de détails-là
peut te faire perdre une finale. Donc moi, je les vois aller en finale jusqu'au bout, je les vois même aller gagner. Mais on sait que cet excès de confiance, quand tu as une équipe qui est moins forte mais qui est plus concentrée que toi, ça peut te faire chuter. Ouais, bon, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. De toute manière, là, on parle de tout et n'importe quoi. Mais c'est dû à quoi alors Même le bac- ces excès de confiance et ce mental qui parfois est un peu spécial, un peu défaillant, chambreur. C'est aussi l'image qu'ils veulent imprimer à cette franchise. Bah, Une âme. c'est difficile à dire parce qu'à la base, c'est pas du tout une équipe comme ça. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Draymond Green, cette image, ils avaient besoin de ça parce que c'est une équipe de gentils garçons. Et gentils garçons, ça veut aussi dire quand c'est dur, eh ben, je m'échappe. Ouais. Voilà, Steph Curry, il a ce côté-là, Klay Thompson beaucoup moins, mais Steph Curry qui est quand même le leader de cet effectif, eh ben, quand ça a été dur, on a senti qu'il a reculé sur les 2 finales NBA. Il n'était pas au niveau auquel on l'attendait. Donc, ce qui est dingue, c'est que aujourd'hui, ils ont. C'est quoi ce truc qui collait à ma peau là? Horrible, Erwan. C'est ta faute, ça. Pardon. Très bizarre ce que tu Très dis. bizarre, mais en même temps, t'as vu? Et ce n'est J'avais pas vu. absolument, je n'y suis absolument pour rien, évidemment. Ce qui est dingue, c'est qu'ils sortent donc de cette finale perdue dont tu viens de parler, où ils sont tous attendus au tournant. Ils doivent une revanche à tous leurs fans, à tous les gens qui adorent les Warriors. Donc ils sont attendus, évidemment, sur les playoffs, pour l'instant ils assurent, mais ils sont attendus, avec aussi l'arrivée de Kevin Durant, sur cette finale en mode concentré, en mode mission. Et c'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever ça, on a l'impression quand même qu'ils sont en mode objectif, finale NBA, on doit y taper. D'ailleurs, ils ne sont pas allés chercher des records. Ils ont mis les mecs de côté quand ils étaient blessés. On se souvient que l'année dernière, Steph Curry est revenu très très vite de sa blessure pendant les playoffs. Donc aujourd'hui, ils ont cette mission commune à dire on doit y taper, sinon on va être la risée de tout le monde. Donc normalement, ça devrait le faire, ça devrait être une mission assez importante pour ne pas partir en Non, mais couille. basketement parlant, il n'y a pas grand-chose Parle à pas de dire. basket, là, hein. Non, mais voilà, basketement parlant, il n'y a pas grand-chose. Regarde, cette victoire, on imagine qu'ils vont suivre c'est fou, le ça. Jazz, la marge, il y a plus 15, donc ils sont jamais dans la difficulté. Ils n'ont pas été menés, oui, pendant longtemps. C'est vrai que il a fallu que ça soit pendant le match 3 face au Jazz. Mais attention, voilà, Ouais, n'oublions t'as pas que faut pas qu'ils oublient déjà. Ils ont quand même vu LeBron James soulever le trophée sur leur parquet, alors qu'il venait de battre un record de saison régulière. Enfin, je pense que tout ça. J'espère en tout cas, j'espère vraiment que pour les mecs qui l'ont vécu, ça n'est pas oublié. Faut pas oublier que Kevin Durant, qui est parti aussi d'OKC de manière assez rocambolesque, qui quand même s'est fait insulter, hein, pour employer les termes justes. Mais pareil, si ces mecs-là ne gagnent pas, mais ils vont prendre une marée. Bien sûr. Et je trouve que j'espère en tout cas qu'ils ne l'oublient pas, que de toute façon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. S'ils ne gagnent pas le trophée, même s'ils perdent volés par un arbitre au match 7, d'un truc incroyable et tout, s'ils ne gagnent pas, ils vont se faire détruire. La pression est énorme, hein, sur les Warriors. La pression est énorme sur les Warriors et ça veut dire que, là on l'a vu sur le dernier match, le leader c'était Durant. Ça veut dire que les autres joueurs aussi peuvent prendre le relais et qu'il y a une équipe qui finalement est injouable par moment. Ouais, moi, il y a un côté injouable à cet effectif, et c'est vrai qu'on le dit depuis au moins le début des playoffs, c'est qu'il y a un truc qui est dingue, c'est ce talent, ce nombre de talents sur le terrain qu'on n'a peut-être jamais vu à ce point. On a vu des grandes équipes, on a vu des Shaq et Kobe, on a vu du Magic Johnson, on a vu des Chicago Bulls des années 90 avec Michael Jordan et Scottie Pippen, mais il y a un tel talent sur ce terrain-là, et c'est vrai que ce match 3 est hyper révélateur, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Klay Thompson, il fait 1 sur 9 au tir, Steph Curry, il a 3 sur 11 à 3 points, il fait pas un grand match, Draymond Green est bon en défense, mais pas super imposant en attaque, et t'as un mec, donc tu prends un au hasard, comme ça tu fais hop, tu cherches, Kevin Durant, il sort un match à 38 où il insulte la mascotte, il insulte les supporters, il insulte Rudy Gobert, qui, soit dit en passant, m'a pas fait super kiffer sur ce truc-là. C'est vrai, Vas-y, tu veux dire petite juste ça aussi. Moi, je voudrais dire, voilà, petite parenthèse. Tout le monde dit, Rudy, c'est bien, il s'est pas dégonflé. Vous êtes sérieux, quoi? Plutôt. Vous êtes sérieux, quoi? Il Il est lui où ta rentre tête, dedans, là il arrête, il le regarde un peu genre, regarde le droit dans les yeux, viens coller ta tête, poteau. On est à Marseille ici, Non, mais dis-le. c'est pas à Marseille, non, mais qu'on vienne pas nous vendre que Rudy Gobert, c'est bien, il se dégonfle Il s'est pris pas. un coup de coude dans le dos, mais gros, il y a moyen qu'il vienne mettre un coup de Et tête. puis surtout, c'est légitime, quoi. Et même Clairement. Durant l'a dit après le match, ça va, la NBA elle est aseptisée, Oui, on a d'accord, le droit mais d'y bien aller. sûr. Non mais c'est Mais vrai, j'aurais aimé il aurait qu'il dise, soit un accepté, peu il aurait plus, soit- accepté. Tu vois, il Son fuit langage pas, corporel est il fuit un peu pas le bizarre. regard, le langage corporel un peu chelou dans l'embrouille, Ouais, quoi. je suis d'accord. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Kevin Durant, donc, à lui tout seul, il a gagné quand même un 3e match des playoffs à Salt Lake City, la meilleure défense de la NBA. J'ai envie de vous dire, attention à toutes les équipes qui vont affronter les Warriors. Il y a toujours un mec qui est capable de sortir de la boîte. On peut dire le banc est très Ah fort. oui, bien sûr, Iguodala, bien sûr. Livingston très fort, Très juste, Iguodala ouais. en sortie de banc. Magui, très bien, Magui. très bien dans son registre et tout. Ouais, c'est une belle équipe. Non, après, Mais mine de rien, sur ces playoffs, c'est assez rare que les 3 grandes stars ou les 4 même soient au diapason. Donc même temps. ça veut dire que en même s'ils temps, arrivent en ils vont pas finale, marquer 140 points. non bien sûr, mais Ça peut arriver, écoute. Mais après, Mais Curry, par exemple, tu vois, chacun il doit est être maladroit complémentaire. face au Jazz sur le match 3, mais il joue juste. Et il met des gros tirs. Il joue juste, il met Ouais. les tirs quand il faut, Ouais, ouais. il joue juste, il va chercher le mec chaud. Moi, j'ai 6 l'impression. sur 20, 6 sur 20, ça... Ouais, mais il met des gros Ouais, tirs. mais Ouais. c'est pas grave, on le sait, il va les prendre, il veut passer dans des soirs à côté, mais s'il y a un autre qui est là, il va 6 sur 20, il a forcé un petit peu, mais bon,
Tu sais, ils jouent juste derrière. Il Parce que faudra qu'ils élèvent leur niveau de jeu moi, pour j'ai une l'impression- éventuelle j'ai- finale contre Cleveland. Moi, j'ai oui, bien vraiment sûr, l'impression que. Ah, parce qu'on leur dit attention, ils sont trop faciles, patati patata, mais en même temps, on sait qu'eux, les premiers, doivent savoir qu'ils sont attendus, qu'il y a une pression énorme autour d'eux, et ça ne les touche pas. Et ça, on peut aussi prendre le contre-pied de se dire waouh, parce que ce qu'ils sont en train de. Le monde les attend, les haters, les fans, ils sont attendus par la terre entière du basket, et eux, ils sont là, ils se marrent, ils mettent des branles à tout le monde, et on peut se dire bon courage pour les stopper. On peut prendre aussi le contre-pied. Mentalement, c'est fort. On a pas mal de commentaires sur la page Facebook de la First Team. Alors, on est là pour vous relayer. Cédric Lacour, notamment, qui nous dit ce que vous avez dit tout à l'heure. Souvenez-vous, l'an dernier, en finale, Curry, son dribble dans le dos, c'est pas possible. Ce qui fait la différence avec LeBron, c'est qu'il est toujours en mission. On n'a pas trop l'impression que ce soit le cas du côté des Warriors. Les finales de conf nous en diront plus. Il attend donc les finales de conf. Adrien de Carnonquel, qui nous dit soit ils se la jouent comme en 2016, soit ils sont concentrés, ça va faire très mal. Et Mathieu Cadeau, autre commentaire sélectionné, qui nous dit ils sont tombés sur des équipes à leur portée. Il attend de voir donc face à San Antonio ou Houston. Là, ils vont se faire bousculer beaucoup plus. Il va falloir qu'ils élèvent leur niveau de jeu, mais ils le savent. Et surtout, on va voir ce small ball qui a fait un massacre face aux Blazers et qui fait aussi un massacre face aux Jazz. J'ai envie de voir face aux Spurs ou aux Rockets ce small ball, parce qu'on sait qu'ils jouent beaucoup avec Green et Iguodala. Ça va être très différent quand même. L'une ou l'autre, ça va être. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que contre les Spurs, c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter. C'est-à-dire que les Spurs, ils jouent très grand, ils jouent plus calmement. Comment, tu vois, ça va être un duel de force. Contre les Rockets, où ça court dans tous les sens, il y a moyen tu parlais de match à 140 points, on n'est pas à l'abri de voir un 140, tu sais, au bout du temps réglementaire. Ça va être intéressant de voir comment Néné va pouvoir, et Néné et Capella vont pouvoir se débrouiller. D'abord face à Magui et Pachulia, mais ensuite face à Draymond Green. On sait que Draymond Green, il perd très peu de duels face au gros barbare parce qu'il est hyper véloce et qu'il est dur au sol. Il est très dur, il a des grands bras, il met des contres. Tu vois, il y a jeudi dernier, on disait qu'il était à 4 contres de moyenne sur les playoffs. Le mec, il fait à peine 1,94 le gars quand même. Hein. Donc voilà, c'est ça qui va être aussi intéressant. Moi, malgré tout, j'ai l'impression qu'ils sont plus forts grâce à leur talent, grâce à leur vécu collectif, malgré l'arrivée de Kevin Durant. C'est quand même une équipe qui vit ensemble depuis très longtemps. Et puis voilà, donc après, on verra aussi, là, il y a l'inconnu aussi autour de Steve Kerr. Est-ce que ça va porter préjudice? Parce que pour l'instant, il ne revient pas. C'est Mike Brown qui est en charge du coaching aux Warriors, n'est-ce pas? Et ça, sur une finale, il y a un doute de ne pas avoir son coach. Ouais, Ah, c'est un doute. Quand tu as Tyrone Lue en face, ça va. Tu vois, ça réduit le doute. On pose la question, celui qui canarde les coachs, alors forcément. Exactement. Non, mais bon, on verra. Erwan Tyrone Lue ou Mike Brown? Tu préfères Ah ouais, tu préfères. Tu préfères vivre Tyrone toute ta vie. Tyrone Lue, les champions NBA. Mike Brown a fait une finale avec. Bah, c'est mieux que d'être champion ouais. que de faire une finale. Il y avait Pavlovic quand même dans l'effectif. Hein. On a tout dit sur les Warriors. Bah ouais, je Vous nous crois. avez tout dit sur les réseaux sociaux. Pour le moment. Pour le moment. La suite au prochain épisode. Allez, c'est la suite justement, le All-Star, pas All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Les tops, les flops, All-Star, pas All-Star, c'est à vous, messieurs, de nous dire vos tops. Ouais, on parlait de Tyrone Lue. J'ai vu un truc sur un truc Henry là. Mon gars, il a installé des amendes lorsque les joueurs sautaient sur les feintes. C'est peut-être la première fois que j'entends ça et je trouve que c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée au basket en général. Parce que, alors on a tous joué au basket, enfin, en tout cas tous ceux qui ont joué au basket savent à quel point il y a toujours un mec à l'intérieur qui, dès qu'il y a une faute, il saute, il rend ouf, il prend une faute, il sort au bout de 2 fautes, au bout de 3 minutes, il rend incroyablement malade. En tout cas, Tyrone Lue a installé ce truc-là. À chaque fois que tu sautes sur une feinte, que tu sois pris, pas pris ou je sais pas quoi, tu as $100 d'amende. Et vous savez que sur les playoffs, il n'y a que J.R. Smith qui a sauté. Donc il a récupéré que $100. Le pauvre, il pourrait se faire un petit resto vite fait. Mais ça veut dire que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser les mecs. Et on en a tous connu des mecs qui font que sauter pour rien. Moi, ça m'a toujours rendu ouf. Et voilà, c'est peut-être ça qu'il faut faire payer des amendes aux mecs qui sautent bêtement. Tim, si tu m'entends, Tim me faisait passer son temps à sauter. Erwan, Tim, c'est un mec avec qui j'ai joué, un de mes potes. Il faisait que de sauter pour aller mettre des contres. Et moi, j'étais pas content, ok? Hein, Erwan, t'es d'accord avec moi? Je ne se prononce pas. Voilà. Au niveau des équipes en face, ça veut dire que si elles sont au courant de cette tactique de Tyrone Lue, elles peuvent contrer ou pas? Il y a Non, une c'est dans le jeu. possibilité, c'est dans le jeu. Non, c'est dans le jeu. Je ne peux pas anticiper tout ça après. Bien sûr. Parce que sauter, c'est toujours pareil. Une fois sur 10, tu vas mettre le contre, ça va être dans le bon timing. Mais les 8 autres fois, il y a la fois où tu sautes, boum, le mec drive, t'es là, tu sautes, le gaz, oh, il y a la faute en plus. C'est assez incroyable, ça a une grosse influence sur le jeu quand même. Non. Parfait. Ton All-Star?
Ouais. Mon star, moi, c'est John Wall. John Wall, je trouve exceptionnel pendant ses playoffs, qui est enfin à l'apogée de sa carrière, parce qu'on se rappelle qu'il a une carrière compliquée, drafté premier tour au sortir de Kentucky. Il y avait beaucoup d'attentes sur ce mec-là. Il a mis du temps à découvrir les playoffs. Et, il a mis du temps à ce que son duo avec Bradley Beal soit l'un des meilleurs duos de la ligue. Et puis voilà, là, il est à 2 matchs d'une finale de conférence, et ça serait un nouveau grand pas dans la carrière de ce mec qui commence juste, je pense, à faire découvrir l'étendue de son talent. Donc voilà, le voir, c'est... On parle beaucoup de Westbrook, d'Harden, mais là c'est un vrai meneur de jeu au sens propre du terme et qui est en train de faire des vrais carnages. Et j'espère vraiment qu'ils iront en finale de conf et qu'il pourra, pourquoi pas, commencer à faire transpirer LeBron James. Paul Star. C'est pas un Paul Star, c'est une information dont on n'a pas parlé aujourd'hui, je voulais absolument qu'on en parle. On a eu le tirage au sort du groupe de l'équipe de France pour les qualifications du Mondial 2019. C'est pas une bêtise, ouais, c'est ça, la Coupe du Monde 2019. On a eu, donc ça va se dérouler tout au long de l'année, maintenant on le sait, on aura donc l'honneur, les joueurs de pro auront l'honneur de représenter l'équipe de France, ça va être très sympa. En tout cas, le groupe de l'équipe de France, c'est, si je le retrouve, je le trouve pas, c'est horrible, attends. Horrible. C'est un groupe E, Belgique, France, Russie. Inqualifié, donc on va pas pouvoir chier sur ce truc-là, il faut se qualifier pour la Coupe du Monde 2019. France-Russie. Ouais. Pas facile, Pas facile. Les Russes, pas facile parce que. Jamais Parce qu'il y en a. simple, la Belgique en Belgique. Hein. Exactement. Donc On s'en est-ce que souvient. DJ Mbenga joue encore? C'est ça la question. Et pour le rappeler, donc cette équipe de France va ressembler à quoi? Avec des joueurs Des joueurs de européens pro. Des joueurs de Uniquement pro. de pro. Hein, pas- Non, ouais. pas uniquement. Après, des mecs qui jouent en Italie et tout, mais tous ceux qui jouent l'Euroleague ou l'Eurocup. l'Eurocup, c'est ça. un petit Ouais, peu, c'est ça, l'Euroleague et l'Eurocup, enfin tous ceux qui sont affiliés avec l'Euroleague, de toute façon, donc Ils le pourront pas jouer. Euroleague, ne pourront pas jouer, les joueurs NBA ne pourront pas jouer, donc c'est après il y a tous les autres, quoi. C'est pour ça qu'on a Par créé exemple, donc ce Team France élargi. Cette année, Edwin Jackson aurait pu jouer en équipe de France, parce qu'il ne jouait pas l'Euroleague ou l'Eurocup. Exactement. On lui souhaite que l'année prochaine, ça soit, à mon avis, Ça il va vite trouver une équipe d'Euroleague. Hein. Non, Ou non. l'équipe de NBA. Il a l'air de pas trop mal scorer ce gars-là, donc ça Ah ouais, devrait. bon joueur, bon joueur. Ça devrait être bon joueur. Exactement. Un flop, Erwan? Moi, mon flop, c'est les Bulls éliminés des playoffs, on s'en rappelle, et qui ont quand même validé que l'année prochaine, Fred Ruberg resterait le coach donc, des Chicago Bulls. Donc voilà, bravo à eux. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut. On a quand même vu des mecs se faire couper pour moins que ça. On pense à David Blatt notamment. Eh ben voilà. On sait jamais, une mauvaise intersaison, une grippe. Je sais pas, ça fait 2 ans Pierre, alors, ça hein, fait pour 2 ans qu'il qu'il est soit là. La préparé. première année, il ne fait pas les playoffs alors qu'il a l'équipe largement pour y aller. Cette année, il les fait ric-rac. Voilà, on ne sait toujours pas ce qu'il a mis en place sur cette franchise. Mais bon, il n'y a pas que lui. Qu'est-ce Il y que a t'aimes les coachs, toi, il y a- c'est il y a- fou, il y a les mecs au-dessus. Il y a les mecs au-dessus. Non, mais les bons coachs, c'est super kiffant à voir. Quand Scotty Brooks, ce que fait à Washington Scotty Brooks, c'est génial à voir. Quand des mecs mettent des choses en place, Quinn Snyder, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Brad Stevens, ce qu'il fait, j'aime bien voir l'évolution quand les coachs mettent des choses en place parce qu'on en parle assez peu, mais c'est archi important quand toute une équipe suit le projet d'un coach et adhère à un discours d'un coach. Ça marche bien. Et quand c'est pas le cas, c'est tellement moche que forcément, c'est les coachs qui ramassent. Mon Paul Star, de mon côté, 495 $. Les premières signature shoes de Lonzo Ball. Oh, mais t'es personne, mais t'es qui pour faire ça? Sors des couilles de ton père, merde! Prends ton Ça, envol! j'ai même pas. Et en plus, le papa l'avez pas manque, vu encore et en plus, le papa manque de respect aux fans. Si vous n'avez pas de quoi vous payer la Lonzo, vous n'êtes pas un big baller. Mais ferme-la, mais franchement. Jacques Seguela avec la Rolex. Incroyable. Même, Voilà, c'est terrible, donc voilà. Énorme Achetez-les connard, si le vous l'avez père, envie, on peut mais- le dire. Hein. Énorme Ouais, connard. surtout le ça, père. c'est catastrophique. Elle est à Parce que- 500 boules, il n'y a aucune basket. Parce que on Même peut les ra- LeBron qui sont à 300, elles sont à 200 on peut euros de ça. rappeler quand même qu'il y a beaucoup de gens qui jouent dans la rue et tout, qui n'ont pas les moyens aux États-Unis d'acheter des pompes à 500 boules. Ils sont Et des lui- blinds, eux aussi. Et lui vient de te dire, non mais qu'ils soient blindés, tant mieux Ah, pour ils eux, sont mais qu'il y a plein de mecs qui jouent au basket dans la rue et qui finiront en NBA aussi et qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce genre de trucs. Donc c'est vraiment, je vous pisse tous dessus quoi. On se souvient que Marbury lui avait sorti des pompes à 15 euros, dans la démarche c'était quand même bien plus sympa. Et puis au dernier truc, c'est que la basket, c'est une random shoe, mon gars, elle est là, elle est Avec toute du noire python, comme ça. avec du python. Ouais, du python, je m'en fous du python. C'est ce qu'on disait sur Twitter avec je sais plus qui, que c'était la chaussure générique Touquet. Tu vois, elle est là, tu la fous comme ça. Je pense aussi au À Iverson 2. Ouais, c'est d'Iverson 2, j'ai l'impression aussi. Elle ressemble un peu, bref, Pour ils ont rien inventé pour quoi. l'image Même pas un concept. des fistons qui veulent monter, qui veulent devenir de bons basketteurs. C'est le capitalisme. On est où là? On est où là? Tristesse. Paul Star, voilà, Paul Star. Clairement. Que serait la fin d'une émission, un First Talk, un NBA First Talk sans les traditionnels remerciements? Allez, on va les faire avec Benny, hein, je sais que c'est dur pour toi. Et on commence avec Jim Hard qui a une carrière NBA très dure. Il est content, il est bête. Ah oui, hard time, hein, on l'appelle hard time. Allez, on voit la deuxième et on a Jeff Lamb qui éclairait le jeu par sa vision et qui a fini vendeur chez Ikea au rayon lampe, hein, évidemment. On l'avait. Quelle lumière sur ce plateau. Ah ouais. Grâce à Jeff. Merci à tous d'avoir été avec Il nous. aimait bien aussi les œufs de lampe.
N'oubliez pas les gars, il y a un jeu concours sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez gagner, il y a 10 bouquins à gagner sur les Chicago Bulls de Jordan à Noah, Fred Hoiberg. Donc voilà, vous pouvez jouer puis tenter de gagner. C'est jeudi dans l'émission qu'on vous donnera tous les vainqueurs de ce super bouquin pour connaître toute la franchise des Bulls par cœur. Hein. Monsieur Paul Harrer qui adore les Bulls et Fred Hoiberg. Allez, salut. Les playoffs continuent, à très vite. Chez la First Team.